Donc c'est au fond, justement, c'est dans le but pas de réhabiliter, c'est pas moins de réhabiliter, mais en fait de montrer comment cette question du rapport religieux séculier peut se poser, elle peut se poser différemment, et surtout sortir de cette malédiction du monde arabe, du monde musulman, qui est enfermé dans le religieux. Tout à l'heure, je disais, mais non, en fait, on n'est pas enfermé dans le religieux. C'est un non-sens de dire que les sociétés arabes ou musulmanes sont guidées par la religion, mais ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que ça fait 1500 ans, enfin, elles ne sont pas dirigées par elles sont dirigées par le politique. Il y a une société politique, il y a une société civile. Alors que la religion soit là, bien sûr, comme en Occident. Donc il faut inverser peut-être le rapport et dire que finalement, dans le monde arabe, on a besoin peut-être justement de libérer la religion du politique, hein, plutôt que l'inverse, dans la sécularisation occidentale, où le politique doit s'émanciper du religieux. Bon, et c'est même à discuter. Donc c'est juste pour dire en fait que c'est une façon de montrer l'importance de la sphère civile, l'importance du pacte politique, et de mon point de vue, c'est lui qui doit primer. Alors, bien sûr, donc aucune, de ma part, aucune intention de ne pas tenir compte de la spécificité du dynamisme qui se passe en Tunisie, etc. Au contraire, c'est-à-dire, moi, je dis en fait que parfois, je me trouve en porte-à-faux par rapport à des camarades, par rapport à des gens de ma génération, qui sont des laïcs fondamentalistes. Alors même si par ailleurs moi je le reste, c'est-à-dire je suis un laïc, c'est vrai que quelque part, si on doit prendre position, je suis contre le voile. Mais enfin, ça ne veut rien dire de dire que je suis contre le voile. Hein, c'est quelque chose dont il faut tenir compte et puis montrer en fait que ce voile, c'est pas la soumission à la foi, c'est pas la soumission à la croyance. Ça peut être, d'ailleurs on l'a vu en Tunisie, enfin, ou bien même en Turquie ou en Iran, ça a été plutôt un moyen politique de contestation, etc. Donc il faut voir les logiques de situation des acteurs sociaux et ne pas surdéterminer le religieux. Donc voilà en fait ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Et il me semble ce qui est frappant dans ce qui se passe dans les pays arabes actuellement et dans les pays musulmans, c'est que justement les mouvements sociaux montrent en fait que cette vision d'une soumission au religieux, que le religieux soit la matrice à partir de laquelle on imagine nécessairement le politique et l'émancipation, ne tient pas, quoi. Enfin, voilà. Excuse-moi, je me rappelle au téléphone, je suis parti. Oui. Oui. Encore 2 questions? Oui. Et l'apéro révolutionnaire. Oui, bonsoir. J'aurais voulu savoir en fait par rapport à la question des, par rapport à la question des rapports géopolitiques globales, qu'est-ce que ça influence en fait sur la situation de ces pays? Et aussi pour les États-Unis, pour Israël, pour l'Occident, quels vont être les changements et éventuellement les mesures qu'ils vont prendre par rapport à ces grands changements? Non, donc pour tous les pays qui sont en train de subir ces révolutions, notamment par exemple l'Égypte, où on sait que l'armée est grandement financée par les États-Unis. Vous l'avez bien dit, donc il faut redire. Il faut, oui. Mais, je crois qu'on est devant une nouvelle période, c'est-à-dire des éléments nouveaux. Avant, on parlait des exceptions arabes, parce que comme c'était le monde arabe n'est pas compatible avec la démocratie, avec la modernité, tout ça. Et aussi, on parlait qu'ici, il y a des alternatives de Ben Ali ou de Moubarak ou les autres, c'est les islamistes radicaux. Donc, je crois, là, ça a été changé. On a vu une révolution en Égypte où il y avait tout le monde. Et si ce processus démocratique continuer et va réussir, il y aura même de musulmans, des islamistes modérés, démocrates, qui vont pas faire une rupture avec
les obligations de l'Égypte vis-à-vis de l'étranger. Mais maintenant, tous les candidats, on a 4 ou 5 candidats présumés des élections présidentielles. Les 5, 2, on peut les considérer comme des radicaux, un de gauche, nassérien, et le deuxième, qui n'a pas dit clairement qu'il va être candidat, c'est Abdel Maftoua, c'est un islamiste, quelqu'un réformiste à l'intérieur des frères musulmans. Il n'a pas dit... Personne n'a dit qu'on va annuler Camp David, y compris les candidats nassériens qui étaient il y a 2-3 ans un défendant de rupture de relations avec Israël et tout ça. Je crois qu'il y a maintenant une nouvelle donne, que ces pays-là ont changé. Si on arrive à construire un modèle démocratique, Israël, ça ne sera pas l'oasis de la démocratie dans la région. Et ça ne sera pas le monde arabe qui est exception, ça sera Israël qui représente une exception, parce que s'il continue d'être une force d'occupation. Pour moi, c'est la première fois qu'on va voir dans l'histoire que c'est le monde arabe qui est resté longtemps comme incompatible de la démocratie. Je crois si on va trouver 4 ou 5 pays démocratiques dans le monde arabe, le problème, ça va être chez les Israéliens parce que ce ne sera pas chez nous. C'est eux qui doivent être compatibles, un État comme les autres, respecter les résolutions de l'ONU, ne pas être une force d'occupation, accepter un État palestinien. Tout ça, tout ce qu'il y a de consensus international. On va avoir des relations avec les États-Unis beaucoup plus dignes. En Égypte, on parle beaucoup d'expérience turque. C'est un pays qui fait partie de NATO, qui est un pays qui veut être membre de l'Union européenne. Ce n'est pas un pays radical, ce n'est pas comme le modèle iranien, mais capable aussi de critiquer la politique américaine et la politique israélienne. Je crois qu'on va être dans cette notre green zone, mais on va créer une autre image et un autre modèle si les transitions démocratiques réussissent. Voilà. Il y a Michel Camot qui aimerait dire quelque chose autour de la Libye. Oui, simplement, je voudrais dire que avec les opérations de la coalition en Libye, on entre dans une toute autre phase. On entre dans une toute autre phase, alors que la phase précédente pouvait être caractérisée par, je dirais, les différents, du moins, qui pouvaient être analysés comme les différents sites d'un même type de mouvement. Maintenant, nous arrivons à un stade où ce mouvement en lui-même est cassé, car réapparaissent nécessairement d'autres types de clivages. Et ça, on le ressent sur les scènes politiques nationales. Pour ne parler que de la Tunisie, il est frappant de voir comment de jour en jour, la question de l'intervention en Libye clive les positions. Il y a déjà un certain nombre de partis qui se sont constitués dans un comité à ce propos. Alors là, aujourd'hui, on n'a pas pu en parler, bien sûr, mais je crois que c'est un élément très important, car qu'on le veuille ou non, il y a une dimension, entre guillemets, irakienne dans cette affaire. Juste un petit mot là-dessus, très rapide. Moi, je veux juste rappeler le souvenir de mon défunt professeur Rémi Levaux, qui après l'Algérie en 88, j'ai besoin de lui faire un hommage à un moment ou à un autre, c'est comme ça, c'est une question de loyauté. En Algérie en 88, donc il disait, à partir de, voilà, jusqu'en 90, 91, il disait oui, mais en fait, il ne faut pas oublier que même si on a un régime, si on a le fils, il y aura très très vite des contacts, sinon avant, avec l'ambassade américaine, c'est-à-dire même quand c'est des vraies ruptures, enfin des ruptures fondamentales, ben, les contacts
peuvent reprendre, c'est-à-dire on ne peut pas toujours voir la rupture sur le plan diplomatique selon le modèle de la révolution iranienne. C'est-à-dire parfois les acteurs nationaux sont enserrés dans des logiques, dans des interdépendances. Certes, il y aura sans doute plus de place pour affirmer une volonté politique qui ne soit pas uniquement faite de soumission, si on a des régimes démocratiques qui se construisent véritablement, parce que là, pour moi, c'est encore le point d'interrogation. Mais on n'oublie pas quand même que l'Égypte, c'est le deuxième pays à recevoir de l'aide américaine dans la région, après Israël. Donc, il y a la réelle politique qui est là, c'est-à-dire, et ça, dans toute, y compris quand il y a des révolutions, des changements de régime, ces choses-là persistent et on ne peut pas en faire l'économie. Ouais. Bon. Oui, moi je vais juste faire une interrogation en fait, qui me taraude aux différents intervenants et puis peut-être aussi à la salle. Bon, on a parlé du cas tunisien, du cas égyptien, mais moi je reste un peu sur ma faim dans la mesure où, donc, par rapport à ce processus de transition, puis par rapport à la qualification de ce processus, ce qui est en train de se passer. Il me semble qu'en Égypte, ça a l'air d'aller plus vite qu'en Tunisie, puisqu'au bout d'un mois, même pas, on a fait un référendum. Mais il me semble que ce référendum a été un toilettage. C'est-à-dire que... On dit l'inverse. Non, je vais formuler ma question. Alors, c'est un toilettage, c'est-à-dire dans le sens où, finalement, on garde la Constitution et puis, bon, on change 2 ou 3 articles pour permettre des élections plus ouvertes, plus libres, et puis réduire peut-être aussi la question de la présidence. Il me semble qu'en Tunisie, c'est vrai qu'il y a du flottement, c'est vrai qu'on est 3e gouvernement, mais il me semble qu'on est plus dans un processus révolutionnaire dans la mesure où on est dans une transition qui va aboutir sur la pression de la rue, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Tunisie, quand même, il y a un gouvernement, puis la rue qui descend, qui dit on ne veut plus de ce gouvernement, on change. Donc il y a une pression quand même révolutionnaire qui a fait aboutir la chose, pour le moment en tout cas, à une constituante. Il me semble, le fait même d'avoir décidé d'une constituante est une radicalisation du mouvement. Et là, je crois que c'est vraiment une dimension importante dont on devrait tenir compte, enfin, quand il s'agit de comparer les 2 cas, puis surtout, enfin, de voir quelle est la chance, en fait, la chance de ces révolutions. Est-ce qu'elles vont être vraiment des révolutions ou des simples toilettages? C'est un bon mot de conclusion. C'est un très beau mot de conclusion. Je ne voulais pas, mais enfin, bon. Non. Youssef. Non, c'est ça. Donc, juste pour faire la remarque, c'est qu'en Égypte aussi, il y a eu de la mobilisation pour faire tomber le gouvernement qui avait été nommé pour moi. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, il y a un truc très intéressant sur lequel on n'est pas du tout revenu, mais il y a eu avant-hier un décret criminalisant toute forme de mobilisation qui a été fait dans l'optique de faire cesser tout ce qui se passait. Et on a un appel, alors je n'ai pas pu trop suivre aujourd'hui, mais il y avait un appel à une grosse mobilisation aujourd'hui pour contrer ça. Donc ça, c'est un point. Deuxième point, juste une petite remarque concernant la Constitution, même si moi, personnellement, je n'étais pas pour le oui. La Constitution n'est pas définitive. C'est-à-dire que la réforme constitutionnelle est censée organiser la période de transition et le prochain gouvernement, le prochain président et le prochain Parlement auront l'obligation, normalement, l'obligation de mettre en place une constituante qui mettra en place une nouvelle constitution. Voilà. Vous voulez encore? Ça ne s'arrête jamais. Non, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter après votre mot. D'accord. Voilà, donc je vous remercie à tous d'être venus. Je vais peut-être répondre à une autre grande interrogation, c'est la raison des 2 micros. Donc le petit était nécessaire pour la caméra, pour la prise de son, donc c'était pas juste pour vous embêter, parce qu'on va mettre donc l'intégrale de la journée sur Internet. Et merci à tous les intervenants au nom de Mosaïque, et bien sûr à tous les courageux qui sont restés jusqu'à 19h. Je vous invite maintenant à descendre pour l'apéro. Il y en a pour 100 personnes, donc faites-vous plaisir.